rappeler une évidence, c'est qu'on ne parlait pas du libre accès avant l'invention du web. Lorsque les résultats de la recherche n'existaient que sous forme imprimée, il fallait nécessairement passer par une bibliothèque universitaire pour avoir accès aux articles. Tout cela a commencé à changer il y a exactement 20 ans, avec l'arrivée du web dans le grand public. Aujourd'hui, pour nos étudiants, mais aussi pour beaucoup de professeurs, ce qui n'existe pas sous forme numérique, librement accessible, sera lu en dernier ou ne sera pas lu du tout. Ça, c'est une évidence, il faut vivre avec, et ça va être de plus en plus comme ça. Or, nous vivons dans un monde où le savoir est devenu la denrée principale. Une large part de notre économie dépend de savoir et de techniques qui n'existaient pas il y a 10 ans. La production de savoir est en croissance continue. On évaluait il y a quelques années qu'il y avait 25 000 revues savantes de par le monde. Aujourd'hui, j'imagine que c'est peut-être 30 ou 40 ou 50 000. Bref, devant cette situation, il y a une seule solution, c'est le libre accès, c'est une conséquence logique et nécessaire. Le paradoxe, en effet, est que si le savoir est produit à 99% par des chercheurs qui sont payés par de l'argent public, leurs travaux sont publiés dans des revues contrôlées par 2 ou 3 grands éditeurs privés qui revendent les articles à des prix élevés. Certains abonnements à des revues en chimie, par exemple, peuvent coûter plus de 10 000 $ par an. Il est impossible à une bibliothèque universitaire de payer tous ces abonnements. C'est de là, en raison de cette impossibilité, qu'est née l'initiative du libre accès, Open Access, à Budapest en 2001. Et je dirais que le libre accès a essentiellement 2 avantages. D'abord, un avantage au plan de l'impact. Les travaux publiés en libre accès sont plus fréquemment cités, mais aussi le libre accès étend le rayonnement de la recherche. Il l'étend dans tout le public. Le savoir est un écosystème que l'on a intérêt à étendre. Et plus cet écosystème s'étend, plus il est robuste. Et le savoir qui est mis à la disposition du public librement peut être repris par des contributeurs à Wikipédia, par exemple, et servir à enrichir des articles. Il peut servir à développer des échanges au niveau qui dépassent largement les cloisons disciplinaires ou même les cloisons nationales. C'est pour cette raison que je suis un fervent partisan du libre accès. Bon, personnellement, je rends tous mes articles, ou à peu près tous mes articles, sont disponibles en libre accès. Prioritairement, j'utilise les archives de l'Université d'Ottawa. Et quoique là, je crois que les responsables pourraient faire un meilleur travail au plan des archives pour les rendre plus facilement lisibles par des robots, pour que pour qu'ils soient plus facilement trouvables dans une recherche Google. Enfin, disons que c'est une base qui me paraît importante. L'autre moyen que j'utilise, c'est Google Books, où j'ai déposé certains ouvrages complètement dans Google Books ou des chapitres, et également un site personnel où j'ai mis un de mes livres complètement disponible en PDF. Les bénéfices que l'on tire du libre accès, le principal bénéfice, c'est que votre recherche reste visible et donc gagne en citation, gagne en impact. Je consulte parfois Google Scholar et là je peux constater que le taux de citation de mes articles augmente de façon continue. Ce qui ne serait pas le cas si mes articles étaient uniquement disponibles dans des
base fermée ou sur papier. Parce que quand c'est sur papier, ce qui arrive en premier, ce sont les recherches les plus récentes. Donc, au plan de la visibilité, le libre accès offre un avantage énorme par rapport à la solution qui est de l'enfermer. D'où viennent ces réticences? Je crois que souvent elles viennent, elles sont surtout fortes dans le milieu des humanités, où il y a certaines revues qui ont atteint un niveau de prestige assez élevé. Et ces revues sont payantes. Et donc les chercheurs sont intéressés à publier dans une revue prestigieuse et pour cela acceptent des compromis. À ces collègues, ce que je dirais, c'est de ne pas accorder une exclusivité à la revue lorsqu'ils proposent leur article et de déposer dans une archive ouverte la version brouillon de leur article, c'est-à-dire la version qui n'est pas la version révisée par les pairs et acceptée par l'éditeur. Et cela est parfaitement légal. Et à ce moment-là, l'essentiel de la recherche se trouve accessible en ligne sans que l'on ait à passer par le système payant.